Chronique Siliane. Livre 1. L'ordre nouveau. Chapitre 1. L'incident Caxido. Vous avez l'autorisation d'atterrir, annonça la voix fatiguée du contrôleur spatial. Votre hangar est le 0453 S 37713. Je vous transmets les données. Bien compris, répondit Nadioska. La jeune femme effleura l'une des nombreuses commandes digitales situées devant elle. À travers la vitre du cockpit, elle pouvait admirer le ciel noir parsemé d'étoiles qui s'étendait à l'infini. À quelques centaines de kilomètres au-dessous du cargo, la planète Caxido rayonnait d'une éclatante lumière jaune-orangée, tandis qu'un halo d'un bleu pâle l'entourait. Cette vision contrastait fortement avec le velours sombre de l'espace qui complétait le panorama. Avec un doux son de glissement, un fin bras métallique argenté sortit du plafond. Il descendit de quelques centimètres et activa un écran d'énergie qui se déploya devant la totalité de la vitre frontale. Il s'alluma en émettant un petit bruit électrique, et une carte de l'astroport commercial de Caxido s'afficha tout en restant partiellement transparente, et en permettant donc à Nadioska de continuer à observer le paysage étoilé qui s'étendait au dehors. Tous les astroports commerciaux de la Confédération des planètes étaient bâtis sur le même principe. Vus du ciel, ils ressemblaient à de grosses toiles d'araignée. 8 routes majeures partaient du centre et dessinaient de grandes lignes droites jusqu'à la périphérie. Au sol, ces 8 voies constituaient les uniques zones de passage pour entrer ou sortir de l'astroport. En plein milieu du complexe, la forme sombre du hall des transactions trônait avec une certaine majesté. Les hangars, quant à eux, étaient disposés en vrac autour du point central, tandis que des chemins transversaux les reliaient aux principales artères en complétant ainsi l'esquisse de cette étrange toile d'araignée. Nadioska repéra l'emplacement 0453 S 37713 qui s'affichait en surbrillance sur son écran de contrôle. Il se situait à la limite sud-est de l'astroport commercial, soit proche d'une des sorties, mais très éloigné du hall des transactions. Eh bien, s'exclama la jeune femme. Pourquoi est-ce que ce contrôleur m'a mise si loin ? Ça m'étonnerait qu'il y ait foule sur cette planète perdue. Vin ? Oui, répondit la voix métallique de l'ordinateur de bord. Commencent les manœuvres d'atterrissage. Bien compris. Elle s'enfonça dans son siège et se contenta de regarder les différents écrans. Elle ne considérait pas ces opérations assez passionnantes pour daigner s'en occuper elle-même. Après tout, le cargo possédait un ordinateur de bord, autant l'employer pour ça. Le cockpit comprenait 4 places, celle du pilote à l'avant gauche dans lequel elle se trouvait, à sa droite, celle habituellement réservée au copilote. Quant aux 2 dernières, un peu en retrait à l'arrière, elles restaient à la disposition d'éventuels invités. Étant l'unique occupante du vaisseau, Nadioska n'avait pas l'utilité des 3 autres sièges. D'ailleurs, personne ne s'y était assis depuis que son cargo avait été mis en service. Elle passa une main dans les boucles rousses de sa chevelure pour essayer de les ordonnancer quelque peu. Elle portait un simple t-shirt marron et un pantalon noir, tous 2 propres et sans plis, ce qui relevait déjà pour elle d'un grand effort. D'habitude, elle prenait assez peu la peine de s'habiller convenablement, car après tout, personne ne se trouvait là pour l'admirer. Quelques minutes plus tard, le Vinestan se posait délicatement dans le hangar qu'on lui avait assigné. Lorsque la jeune femme ouvrit le sas d'entrée, une bouffée d'air chaud et lourd l'assaillit. Caxido était une planète sans grand intérêt, elle possédait un sol pauvre et des pluies trop acides pour que la végétation puisse s'y développer à loisir. La population locale vivait essentiellement de l'extraction de certains minerais et devait importer la presque totalité des vivres qu'elle consommait. Nadioska se dirigea vers le hall des transactions, au centre de l'astroport commercial. Dans ce grand bâtiment s'effectuaient tous les contrats. La guilde des marchands détenait le hall et les hangars. Il existait plusieurs de ces complexes sur chaque planète. Certains gouvernements planétaires avaient essayé de les racheter afin de mieux contrôler les flux commerciaux, mais restant minoritaire, la Confédération avait dû, au final, s'opposer à ces rachats. Un responsable, payé par la guilde, gérait et entretenait chaque complexe. Durant son trajet à pied vers le centre, la jeune femme observa le paysage autour d'elle. De la terre battue ocre recouvrait le chemin d'où sortaient parfois quelques brindilles d'herbes éparses. Au loin, on pouvait voir des montagnes au sommet effilé dont la roche marron disparaissait peu à peu sous le blanc de la neige en haute altitude. L'endroit recelait si peu de végétation que cela avait quelque chose de déprimant. Même les chants des rares oiseaux qui planaient dans le ciel à la recherche de nourriture ne tiraient que des grimaces à ceux ayant la malchance de les entendre.
La jeune femme soupira en se disant qu'elle n'aimerait pas vivre ici. Son attention se reporta à nouveau sur le sol des hangars. La terre battue laissée apparente lui donnait le sentiment que cet endroit manquait désespérément d'argent. En général, le gand recouvrait tout, ce revêtement très résistant, qui portait le nom de son concepteur, récupérait les rayonnements solaires pour les transformer en énergie. Pourtant fort exploité sur les planètes de la Confédération où il recouvrait rues, murs des maisons et toits, ainsi que les enveloppes des dernières générations de vaisseaux spatiaux, ici, on ne le voyait nulle part. Depuis sa création, il avait profondément modifié l'aspect des villes de la Confédération. Employé brut ou bien coloré, ce matériau semi-transparent ne réfléchissait la plupart du temps que très peu la lumière, mais quand les rayons du soleil l'éclairaient directement, il scintillait de façon incroyable. Certaines villes, qui appréciaient la profusion de couleurs, n'hésitaient pas à utiliser le gand saturé de pigmentation. Les rues teintées de noir et les bâtiments rouges, verts, bleus ou jaunes vifs, donnaient l'impression, lorsqu'on regardait le paysage de haut, de posséder à ses pieds une mine de pierres précieuses étincelantes. Lassée par la monotonie du sol, Nadioska reporta son attention sur les hangars qu'elle croisait. Cela était conforme à ce qu'elle avait l'habitude de voir. Chacun d'eux se constituait d'un trou d'environ 1 mètre de profondeur, suffisamment spacieux pour pouvoir y faire tenir un gros cargo. Une large passerelle réalisait un lien entre les 2 niveaux du terrain. De plus, ils possédaient une barrière de gand qui les entourait et qui pouvait au besoin se déployer et former un dôme protecteur. Lorsque les conditions météorologiques devenaient délicates ou quand un vaisseau nécessitait des réparations de longue durée, on dépliait la coupole, mais la plupart du temps il restait ouvert. Sans trop se presser, la jeune marchande arriva bientôt à l'entrée du hall des transactions. Ceci avait une étrange allure par rapport à la totalité du complexe. Si les cargos et les dômes des hangars avaient des formes douces et arrondies, eux ressemblaient à ces vieilles cathédrales maintenant disparues dont Nadioska avait vu des reproductions lorsqu'elle était à l'école. Ils possédaient plusieurs toits pointus, tels des clochers dressés vers le ciel, et Nadioska s'était souvent demandé dans quel but l'architecte qui les avait conçus les avait dessinés ainsi. Peut-être avait-il estimé que le hall des transactions représentait l'équivalent de ces grands lieux de culte d'antan ? Vraiment, quelle curieuse idée, pensa-t-elle. Devant l'entrée du bâtiment, un petit homme grassouillet et presque chauve faisait les 100 pas, sûrement depuis un certain temps déjà, car quelques sillons commençaient à se manifester sur le sol de terre. Il semblait quelque peu souffrir de la chaleur ambiante, habillé d'une tunique crème qui lui descendait jusqu'aux genoux et qui recouvrait un large pantalon marron clair. On pouvait remarquer que plusieurs auréoles sombres étaient apparues sous ses aisselles et dans son dos. Il aperçut Nadioska et se précipita vers elle en affichant un sourire forcé. Il s'essuya le front avec un mouchoir qui avait probablement dû être blanc à une époque avant d'ouvrir les bras de façon théâtrale en signe de bienvenue. « Ah, mademoiselle Flomantaine, je suppose, dit-il tout en effectuant de grands gestes frénétiques. Je m'appelle Laxi. Vous m'apportez mon chargement de Siaphosie ? Exact, répondit la jeune femme sans enthousiasme. Venez, venez. Je vais vous régler la marchandise tout de suite et j'enverrai mes dockers décharger votre cargo. Vous comprenez, nous attendions le Siaphosie depuis plusieurs jours maintenant. Nous subissons une rupture de stock et... Oui, je comprends, coupa-t-elle sèchement. Bien. Donc, nous avions dit 120 000 sicars, n'est-ce pas ? Non, nous avions dit 130 000. Ah, oui bien sûr, bafouilla l'homme en s'essuyant nerveusement le front. Vous savez, je fais beaucoup de transactions et j'ai parfois tendance à me tromper un peu dans les chiffres. Ben voyons, murmura-t-elle. Des types comme ça, elle en avait rencontré des dizaines, d'un bout à l'autre de la galaxie, rien ne changeait. Ils étaient prêts à tout pour gagner 3 sicars de plus, même si pour cela, ils devaient tuer père et mère. Tout à fait le genre de personnage qu'elle ne supportait pas. Ils entrèrent ensemble dans le hall des transactions dont les immenses portes restaient ouvertes quasiment en permanence. Ce bâtiment n'était qu'un vaste espace, sans aucun mur de séparation où cohabitaient une gargote infâme et quelques boutiques minables. Le plafond culminait à une telle hauteur qu'un vaisseau de taille standard aurait pu y pénétrer. Le moindre bruit résonnait dans tout l'endroit, et il suffisait que peu de gens parlent en même temps pour y créer un brouhaha très désagréable. Le sol carrelé, en partie recouvert d'une couche de terre mêlée à de la poussière, indiquait que le nettoyage ne constituait pas ici la préoccupation principale. Au fond de cet immense endroit,
un comptoir noir de jet occupait toute la largeur de l'espace disponible, tandis que sur le mur, plusieurs écrans géants diffusaient en permanence les prix des marchandises à travers toute la Confédération. Nadioska et Laxi parcoururent toute la longueur du bâtiment dans un silence pénible et gênant. Elle ne put s'empêcher d'émettre un soupir de soulagement lorsqu'ils arrivèrent à destination. Posés directement sur l'interminable meuble sombre, plusieurs petits terminaux, tous connectés au grand central marchand, permettaient de valider les transactions ou bien d'en chercher de nouvelles. Debout derrière le comptoir, le responsable des lieux discutait avec un homme visiblement assez mécontent. « Vous savez », reprit Laxi tout en agrippant un terminal afin de confirmer le contrat en tapotant sur son clavier, « peu de cargos viennent jusqu'ici pour nous livrer ce dont nous avons besoin. Nous ne possédons pas beaucoup d'argent sur cette planète et les transports sont si chers de nos jours. » Ben c'est sûr, soupira Nadioska de plus en plus lassée par le discours de l'individu. Il lui passa l'objet et elle vérifia les informations qu'il avait saisies. Elle fut presque surprise de constater que tout semblait correct. Elle entra ses propres données et valida la transaction de façon définitive. « Parfait », dit Laxi avec un énorme sourire. « Je suis content d'avoir travaillé avec vous. Je vais dire à mes gars de décharger mon Siafosi. Pourriez-vous m'ouvrir la soute de votre cargo ?» Elle acquiesça d'un vague mouvement de tête, tandis qu'il s'éloignait déjà en trottinant. Elle prit son intercom, un petit appareil en forme de galet qu'elle portait à sa ceinture, et contacta son ordinateur de bord. Vin, un type du nom de Laxi va venir avec ses dockers pour s'occuper de la marchandise, lui signala-t-elle. Ouvre-lui la soute. Bien compris, répondit la voix métallique. Au fait, Vin, uniquement la soute, ajouta-t-elle. Je n'ai pas confiance en lui. Bien compris, confirma Théil de nouveau sans émettre le moindre commentaire. Pendant quelques secondes, elle continua d'observer le marchand alors qu'il s'approchait d'un petit groupe d'hommes et de femmes. Ces derniers, assis à l'une des tables de la gargote, buvaient tranquillement leur verre d'alcool local, semblant peu enclins à s'occuper du vinestant. Laxi vociféra quelques insultes tout en effectuant de grands gestes pour les inciter à se mettre au travail au plus vite. Typique, pensa Nadioska en faisant une moue dégoûtée. Elle se détourna pour revenir à l'écran du terminal avec la ferme intention de rechercher sa prochaine cargaison. Décidément, elle n'aimait pas du tout cet endroit. En se tournant, son regard fut attiré par un garçon d'environ 8 ans, assis sur une large caisse derrière le comptoir, et qui la fixait avec intensité. Il était plutôt frêle, possédait des cheveux noirs bouclés, de grands yeux bleus, et un petit visage adorable qui plut tout de suite à Nadioska. Dans ses mains il tenait un livre-feuille ouvert qu'il avait provisoirement arrêté de lire pour observer la jeune marchande avec curiosité. De par la nature solitaire de son travail, elle ne côtoyait aucun enfant, mais ceux qu'elle croisait de temps à autre avaient une fâcheuse tendance à courir partout et à hurler à la moindre occasion. Lui restait sagement assis là, ses grands yeux bleus la fixant sans ciller. On pouvait facilement deviner que derrière ses beaux yeux, il y avait un cerveau bien formé et très actif. Elle ne put s'empêcher de lui sourire. « Bonjour », lui dit-elle. Il haussa légèrement les sourcils et répondit d'une petite voix timide. « Bonjour. »« Qu'est-ce que tu fais ?» lui demanda-t-elle. « Je lis », répliqua Théil d'une voix presque inaudible en montrant son livre-feuille. Voyant qu'elle intimidait le garçon plus qu'autre chose, elle lui sourit encore une fois et décida de le laisser tranquille. Elle avait une étrange impression qu'elle n'arrivait pas à définir, c'était comme si elle savait quelque chose, mais qu'elle l'avait oublié. C'était là, dans un coin de son esprit, mais totalement inaccessible. Contrariée par cet incompréhensible sentiment, elle se força à interroger le terminal du hall des transactions à la recherche de son prochain chargement. Elle fit défiler la liste des cargaisons en attente, mais ses pensées demeuraient ailleurs, elle éprouvait la sensation de connaître cet enfant. Elle secoua machinalement la tête pour essayer d'éliminer cette impression qu'elle trouvait parfaitement ridicule et se focalisa de nouveau sur sa tâche actuelle, rechercher des produits à transporter et correspondant à la petite contenance de son cargo. 10 minutes plus tard, avec un soupir de résignation, elle dut avouer qu'elle n'arrivait pas à se concentrer correctement. Le responsable du hall s'était absenté sans qu'elle s'en rende compte, probablement pour régler le problème du marchand mécontent. Elle jeta un coup d'œil discret au garçon assis sur la grande caisse. Il était de nouveau plongé dans la lecture de son livre-feuille et elle ne put s'empêcher de sourire en le regardant.
Il semblait si sage et si posé que cela en était étonnant pour un enfant de son âge. Derrière le comptoir, une porte située un peu à l'écart s'ouvrit, et une jolie jeune femme aux cheveux noirs de jet en sortit. Elle avait une silhouette très fine, des yeux bleus vifs et une élégance naturelle incontestable. Elle portait une simple robe turquoise, mais le tissu paraissait de grande qualité. Nadioska la suivit machinalement du regard, tandis qu'elle se dirigeait d'un pas rapide vers le garçon. « Lige, tu es là » dit-elle avec un léger ton de reproche dans la voix. « Lige, mon chou, il est l'heure de dîner. Je te cherche depuis tout à l'heure. Tu sais bien que ton père n'aime pas que tu traînes ici. »« Je sais maman » répondit l'enfant avec une moue résignée. Il referma son livre-feuille et descendit de son siège improvisé. La mère prit son fils par les épaules et le poussa gentiment vers l'endroit d'où elle venait de sortir. Nadioska savait que les familles qui géraient les halls des transactions avaient des appartements qui leur étaient réservés au sein même du bâtiment. La porte par laquelle elle était arrivée devait donner accès à ces appartements. Nadioska les observa machinalement, les pensées dans le vague, le coude gauche posé sur le comptoir et le visage reposant sur son poing fermé. Lorsque la mère passa devant la marchande, elle leva les yeux et leurs deux regards se croisèrent. Elle s'arrêta net de marcher et fixa Nadioska avec intensité. Pendant un instant, elle l'examina, comme si elle venait de découvrir un nouvel animal inconnu jusqu'alors. L'enfant, étonné, regardait tour à tour sa mère et la jeune étrangère. Cette dernière resta également interdite, les sourcils arqués indiquant une certaine stupeur. Au bout d'un temps qui parut une éternité, la femme fit mine de vouloir dire quelque chose, mais elle se ravisa au dernier moment. Tout en poussant de nouveau son fils vers leur maison, elle jeta quelques coups d'œil interrogateurs par-dessus son épaule. Finalement, ils disparurent tous les deux par la porte qu'elle referma derrière elle avec une étrange nervosité. Bizarre, pensa Nadioska interloquée. Pourquoi a-t-elle agi comme ça? Il possède de drôles de manières ici. Tout en se posant des questions sur l'attitude insolite de la femme, elle reprit sans conviction ses recherches sur le terminal et décida d'élargir sa prospection aux planètes proches de Caxido. Les flux marchands de cet endroit se révélaient si peu variés qu'elle ne pouvait y trouver son bonheur. Elle finit par conclure qu'elle devrait probablement quitter cet astroport avec une soute vide. Cela constituait une chose qu'elle n'appréciait pas, mais qui arrivait de temps à autre. Le responsable du hall revint derrière son comptoir quelques minutes plus tard, il s'approcha de la jeune femme en affichant un sourire chaleureux. Assez grand, il possédait une allure distinguée, même s'il ne portait sur lui que des vêtements tout à fait ordinaires. Tout comme la mère venue chercher son fils, quelque chose en lui donnait l'étrange impression qu'il ne se trouvait pas à sa place dans ce lieu. Nadioska avait rencontré beaucoup de responsables de hall et la plupart d'entre eux étaient d'anciens petits marchands désabusés qui avaient décidé de s'installer quelque part pour finir leur vie tranquillement. Lui paraissait différent, jeune, distingué et affable, elle considérait cela à la fois surprenant et fortement agréable. « Bonjour » dit-il à l'adresse de Nadioska. « J'aurais dû m'occuper de vous à votre arrivée, mais j'avais des problèmes à régler. »« Pas de souci » répondit-elle sur le même ton aimable. « Avez-vous besoin de quelque chose ? Mon cargo nécessiterait un plein d'énergie. »« Bien sûr. Il s'agit du Vinestan, n'est-ce pas ?» demanda-t-il sans se départir de son sourire. « Tout à fait. »« Ah, je vois que la tour de contrôle vous a mis dans un hangar un peu à l'écart, » dit-il après avoir interrogé son propre terminal. « Tant mieux, » soupira-t-il. « Pourquoi donc ? » « Oh, ce n'est rien, » hésita-t-il. « Dans la soirée, nous allons accueillir pas mal de vaisseaux. » Il semblait tout à coup peu enclin à parler et lança quelques coups d'œil nerveux aux alentours. Des dockers entrés dans le hall venaient de s'attabler pour boire quelques verres d'alcool avant de repartir travailler. L'attention du responsable revint vers elle. « Mais vous ne serez pas dérangé, » affirma-t-il. « J'ai dû faire déplacer quelques cargos tout à l'heure, car nous ne possédons pas la capacité d'accueillir autant de visiteurs dans notre petit astroport commercial. »« Que se passe-t-il » demanda-t-elle intriguée. « Pourquoi tous ces vaisseaux ?» Il leva les yeux de son terminal et observa brièvement la jeune femme comme pour l'évaluer. Il hésita un moment, puis reprit d'une voix plus basse. « Un problème à régler entre certains conglomérats marchands. Ils se réunissent ici. C'est une planète perdue et ils préfèrent rester discrets. »« Un problème » s'étonna-t-elle. « Quel genre de problème peuvent avoir ces gens ?
En général, ils les éliminent avec leur argent ou bien avec leur milice. Peut-être ont-ils un nouveau type de souci, murmura le responsable en jetant un autre coup d'œil aux alentours avant de continuer sur un ton normal. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes à l'écart de tout ça. Veuillez valider le paiement pour la location du hangar et le plein en énergie de votre cargo. Bien sûr, répondit la jeune femme en entrant ses coordonnées personnelles sur le clavier du terminal. Elle n'avait plus très envie de reprendre la recherche de sa prochaine cargaison, et elle se dit qu'un petit tour en ville pourrait lui changer les idées. Sa visite fut toutefois de courte durée, l'endroit se révélait décidément bien plus déprimant qu'intéressant. La plupart des maisons semblaient fabriquées en terre ou en pierre, alors que les matériaux utilisés dans le reste de la Confédération demeuraient en général composites et haut de gamme. On voyait peu de gens dans les rues. La ville paraissait triste et pauvre, bien éloignée de l'activité fébrile qui régnait dans les planètes plus centrales de la galaxie. De plus, parmi les diverses boutiques qu'elle trouva, l'une vendait des fruits frais à des prix exorbitants, et une autre recyclait de vieux vêtements pour les revendre ensuite à des sommes tout aussi prohibitives. Pour éviter de sombrer dans une profonde déprime, elle se dirigea vers un centre commercial réservé aux petits marchands. Il en existait dans presque toute la galaxie et il se situait en général à côté des astroports commerciaux. Il fallait pour y accéder prouver que l'on appartenait à la caste de la guilde en rentrant son immatriculation sur un terminal prévu à cet effet à l'entrée. À l'intérieur, on trouvait presque toujours des produits semblables pour des prix totalement identiques, quelle que soit la planète. Comble d'ironie, ces magasins réservés aux petits marchands étaient gérés par quelques-uns des plus gros conglomérats. Elle prit commande de quelques vivres et demanda une livraison pour le soir même. Cette livraison constituant un service gratuit de ces centres, peu de gens rapportaient leurs achats eux-mêmes y compris s'il ne s'agissait que de très peu de choses. Lorsqu'elle revint vers l'astroport, la nuit commençait à tomber. Elle passa devant le hall des transactions et ne put s'empêcher de réfléchir à nouveau au jeune garçon en train de lire son livre-feuille. Il était vraiment adorable, pensa-t-elle le sourire aux lèvres. Durant son absence, beaucoup de nouveaux vaisseaux avaient atterri. Plusieurs possédaient une taille imposante et certains d'entre eux portaient les emblèmes de gros conglomérats. Parmi eux, Nadioska nota la présence du conglomérat de Kerm. Leur effigie en disait long sur leurs ambitions. Au sein d'un triangle émeraude, deux sabres ensanglantés se croisaient au-dessus d'une représentation de la galaxie. Arborant ce blason, des miliciens en armure d'un vert sombre montaient la garde autour du vaisseau. Fiers de travailler pour l'un des plus puissants cartels de la guilde, ils regardaient de haut les quelques petits marchands qui osaient passer à proximité. Certaines rumeurs disaient qu'à ce jour, Kerm était probablement le plus riche et le plus influent conglomérat marchand. La place prise par ces énormes sociétés se révélait si importante, qu'elle ne laissait que peu de marge de manœuvre aux indépendants. Ils s'occupaient des plus gros contrats, bataillant entre eux pour obtenir les accords les plus lucratifs, et ne cédant derrière eux que des miettes sur lesquelles s'accrochait une myriade de petits marchands. Ces derniers ne possédaient que leur cargo et gagnaient à peine de quoi vivre de leur métier, ce qui était d'ailleurs le cas de Nadioska. Le vaisseau de Kerm se situait non loin du hall des transactions. Lorsque la jeune femme passa à côté, les miliciens l'observèrent d'un œil inamical. Elle se hâta vers son cargo et essaya de ne plus prêter attention aux nouveaux arrivés. Elle avait l'intention de réceptionner ses achats, puis de manger avant de dormir quelques heures. Demain, elle choisirait une nouvelle cargaison et partirait loin de cette sordide planète. Comme prévu, elle récupéra la commande de ses vivres qu'elle plaça dans la chambre froide du Vinestan. Plus tard, elle prit son repas dans sa cuisine, tout en lisant son livre préféré, Les fantômes de la constellation d'Ulysse, qu'elle avait déjà lu 4 fois. Elle adorait cette histoire qu'elle trouvait à la fois triste et fascinante. Ce roman racontait comment une ancienne civilisation, extérieure à la Confédération, s'était implantée, et avait peu à peu oublié ses origines. Au fil des siècles, elle avait évolué puis dégénéré. Dans un dernier sursaut avant leur disparition totale, ils avaient construit un gigantesque vaisseau-cité et étaient partis à la recherche de leur passé. Ils étaient morts en essayant de parcourir le vide immense qui séparait les deux galaxies, ne laissant que des fantômes dans un vaisseau volant vers la constellation d'Ulysse. Bien sûr, il ne s'agissait là que d'une fiction, mais elle constituait une très agréable lecture, et la fin se révélait si triste que la jeune femme ne pouvait s'empêcher d'avoir les larmes aux yeux à chaque fois. Elle avait aménagé une grande bibliothèque dans son salon.
Elle privilégiait les livres-feuilles que l'on pouvait compulser, aux ordi-livres avec leur écran froid et sans vie. Certes, ces derniers étaient bien moins chers. Bien que le papier lui-même ait été depuis longtemps remplacé par des fibres synthétiques inaltérables, la population préférait les ordi-livres. Le coût de fabrication d'un livre-feuille étant plus élevé, seuls les passionnés se permettaient de les acheter. Nadioska, qui n'avait finalement que très peu de besoins, s'accordait de temps à autre ce genre de plaisir. Entre deux escales marchandes, elle passait des heures dans le jardin de son cargo à lire et à relire ses précieux livres sous la lumière artificielle du transolide, ce matériau qui pouvait laisser pénétrer les rayons naturels des soleils tout comme l'aurait fait un simple vitrage, mais également générer son propre éclairage si nécessaire. Elle avait terminé son repas, mais refusait de mettre fin à sa lecture, incapable de s'arrêter en plein milieu d'un chapitre. C'est du moins l'excuse qu'elle se donnait souvent quand elle devait passer à autre chose, mais qu'elle n'arrivait pas à s'y résoudre. Elle releva enfin la tête et s'étira longuement comme si elle venait de se réveiller. Elle ferma son livre-feuille et se leva pour débarrasser la table. Au moment même où elle finissait de placer ses couverts dans l'autonettoyeur, un énorme bruit retentit quelque part à l'extérieur, suivi presque aussitôt par d'importantes secousses qui ballottèrent le Vinestan, faisant démarrer les systèmes de sécurité automatique du cargo. Déséquilibrée, la jeune femme attrapa un bord de la table pour éviter de tomber. Forte explosion dans le périmètre de l'astroport, signala tranquillement la voix de l'ordinateur. « Où ça exactement ?» demanda Nadioska dont le cœur s'était mis à battre la chamade. Mes scanners indiquent que le vaisseau du conglomérat de Kerm vient de subir de lourds dégâts. Une bombe provenant de l'intérieur du bâtiment semble avoir détonné. Donne-moi un visuel, dit-elle en passant en courant de la cuisine au salon. Un écran géant descendit du plafond pour se placer devant la bibliothèque qui l'occulta complètement et Vin diffusa les images que captaient ses différentes caméras externes. Elle montrait de nombreux corps ensanglantés gisant au sol, tandis que des personnes encore valides se précipitaient en tous sens en hurlant. Nadioska, interdite, regardait ce spectacle effroyable, son cerveau refusant de l'accepter, comme si tout ceci ne pouvait pas se dérouler en ce moment même sous ses yeux. Une lumière aveuglante remplit soudainement l'écran et elle se détourna aussitôt en se protégeant instinctivement avec ses bras. Une deuxième explosion, aussi forte que la première, retentit. Le Vinestan vibra de nouveau de façon inquiétante et la jeune femme perdit l'équilibre et tomba en arrière sur le canapé. Le vaisseau du conglomérat de Sepho vient de subir de lourds dommages, affirma la voix douce de l'ordinateur. Le Vinestan ne souffre d'aucun dégât. Souhaitez-vous décoller afin de nous mettre à l'abri ? D'énormes nuages de fumée et de poussière entouraient les deux transports touchés par l'explosion et masquaient leurs abords immédiats. Des morceaux de gandes mêlés à de nombreux matériaux divers avaient été projetés sur plusieurs centaines de mètres en faisant des ravages sur les autres cargos. Nadioska se souvenait avoir déjà vu un spectacle similaire et en un éclair, les images du grand séisme défilèrent sous ses yeux. C'est sur Befsal, une des planètes les plus à l'extérieur de la Confédération, qu'elle avait vécu avec sa famille durant toute son enfance. Ses parents étaient morts dans le grand séisme qui avait pratiquement détruit la capitale planétaire. Elle-même était restée dans les décombres de sa maison pendant 2 jours entiers avant que des secours ne parviennent à la sauver. Elle n'avait alors que 14 ans et ne devait sa survie qu'à l'acharnement d'un des secouristes, un vieux monsieur qui avait passé toute sa vie à aider les autres par pure bonté. Il avait entendu les appels de Nadioska et avait organisé une équipe pour dégager un passage à travers les décombres et libérer la jeune fille. La première chose qu'elle avait vue en retrouvant la lumière du jour avait été le visage de son sauveteur. Elle s'était effondrée dans ses bras, laissant enfin couler les larmes qu'elle avait réussi à contenir jusque-là. Bien qu'après ce drame, elle ne revit plus jamais cet homme, parfois il lui apparaissait en songe. Elle rêvait de ces 2 jours qu'elle avait passés dans sa demeure écroulée. Elle se trouvait de nouveau dans la pénombre totale, ses parents étaient morts à quelques mètres d'elle, mais elle ne pouvait ni les voir ni les toucher. Une des poutres de la maison ne s'était pas brisée et elle retenait de nombreux débris qui avaient fait une sorte de dôme protecteur au-dessus d'elle. Elle criait à l'aide, elle avait terriblement soif. Puis, il y avait eu des bruits, et ensuite la lumière aveuglante. Quelque chose de chaud avait pris sa main et la tirait vers le haut. Enfin, il y avait eu ce visage, si chaleureux, elle se souvenait encore de son sourire. « Devons-nous décoller ?» répéta la voix tranquille de Vin. Nadioska sursauta en entendant son ordinateur de bord.
Son cœur battait à toute allure dans sa poitrine, tandis que l'écran montrait à nouveau le hall des transactions. Elle se leva d'un bond et fixa le bâtiment. Malgré le nuage de poussière qui entourait les vaisseaux de Kerm et de Sepho, empêchant ainsi de voir les détails, elle remarqua que la structure était éventrée et qu'une partie de son toit s'était effondrée. Vin scanne l'intérieur du hall des transactions. Y a-t-il des personnes vivantes là-dedans ? Demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Mes scanners indiquent la présence de plusieurs personnes. Certaines possèdent des signes vitaux décroissants. Je détecte aussi un très jeune humain. Sans réfléchir davantage, elle se précipita vers le sas menant vers l'extérieur. Dehors, la fumée et les poussières soulevées par l'explosion rendaient l'air difficile à respirer. Elle se mit à courir vers le hall en se protégeant tant bien que mal le visage avec une main. À plusieurs reprises, elle percuta des gens paniqués, parfois blessés, qui se pressaient en sens inverse pour gagner l'une des sorties de l'astroport. À un moment, l'un d'entre eux l'agrippa par le bras. Sa figure était tuméfiée et du sang coulait de son cuir chevelu. Tout en s'accrochant à Nadioska, il hurla, totalement affolé, « Aidez-moi. Je vous en supplie, aidez-moi. » « Lâchez-moi » grogna-t-elle tout en essayant de se dégager sans ménagement. Elle finit enfin à se libérer de l'homme, et suffoquant à moitié à force de respirer la poussière en suspension, elle reprit sa course vers le hall. Arrivée au pied du bâtiment, elle constata qu'une des énormes portes de l'entrée était tombée à terre. Le haut du mur s'était partiellement effondré, ainsi que l'un des clochers, il gisait au sol en barrant une partie de l'ouverture. Avec difficulté, elle réussit à se frayer un passage en escaladant les débris. À l'intérieur régnait une chaleur anormale. Lorsque la première explosion avait eu lieu, le cuisinier de la gargote préparait le repas du soir. Il avait été projeté contre un récipient rempli d'huile bouillante qui s'était répandue sur le feu. Les matières inflammables s'étaient aussitôt embrasées, de même que le cuisinier. Son corps calciné ainsi que d'autres cadavres gisaient dans la pièce. La plupart avaient été tués par l'effondrement du toit. Les flammes, qui n'avaient presque plus rien à consommer, s'éteignaient lentement, tout en laissant une odeur âcre qui prenait à la gorge. Nadioska traversa le bâtiment en contournant les nombreux débris qui se trouvaient sur le sol, rendant sa progression difficile. Des bruits de craquements inquiétants se firent brusquement entendre au-dessus de sa tête, ils provenaient de la partie du toit toujours en place. Une pluie de poussière tomba non loin de la jeune femme qui s'arrêta net, s'attendant à ce que le reste de la toiture s'effondre sur elle. Se remémorant les 2 jours passés sous les décombres de sa maison, elle se sentit trembler de la tête aux pieds, incapable d'effectuer un pas de plus. Les yeux fixés vers le haut, dans l'attente du pire, elle ne se rendit même pas compte qu'elle avait cessé de respirer. Lorsqu'un nouveau bruit de craquement se fit entendre, un vent de panique incontrôlé la submergea. Elle se mit à courir vers la porte située derrière le comptoir du hall, en contournant les débris les plus gros et en sautant par-dessus les plus petits. Arrivée à proximité, elle se retourna et se plaqua contre le mur. Il ne s'était rien passé. La toiture semblait toujours instable, mais pour l'instant, elle tenait bon. Elle laissa échapper un profond soupir de soulagement. Ses jambes flageolaient et son cœur battait si fort dans sa poitrine que cela en était douloureux. Elle se tourna vers la porte entr'ouverte à côté d'elle en se motivant mentalement pour reprendre un peu de courage. Elle essaya d'élargir le passage, mais tout restait obstinément bloqué. Elle se glissa donc par l'ouverture, en se contorsionnant comme elle le pouvait. Après quelques efforts, elle réussit enfin à pénétrer de l'autre côté. La pièce, dans laquelle elle venait d'entrer, n'était éclairée que par les lumières qui provenaient du dehors. Les vitres s'étaient brisées et de gros bouts de verre jonchaient le sol. Une brèche de presque 80 cm de large fissurait le mur en grimpant jusqu'en haut. Une nouvelle fois, elle s'arrêta inconsciemment de respirer. La peur que le plafond ne s'écroule sur elle submergea de nouveau son esprit. Elle se força à surmonter sa panique et continua sa progression, une autre porte était ouverte. Une légère poussière se maintenait en suspension, tandis que les bruits de l'extérieur parvenaient à peine à s'introduire ici. Quelques fragments de meubles jonchaient le sol. Grâce au calme étrange de l'endroit, elle réussit à entendre de faibles sanglots provenant d'un peu plus loin. Elle se dirigea vers la source et pénétra dans une nouvelle pièce. Le spectacle qu'elle vit alors lui serra le cœur, 2 corps gisaient au milieu d'un tas de débris.
Le petit garçon aux boucles noires et aux grands yeux bleus était assis par terre, légèrement penché au-dessus de l'un d'entre eux. Il pleurait en tenant la main de sa mère. En entendant Nadioska arriver, il leva vers elle un visage plein de larmes, et cessa un instant de sangloter. La jeune marchande entra dans la pièce et s'avança vers le premier corps. Malgré la pénombre, elle reconnut facilement le responsable du hall dont la tête baignait dans une flaque de sang. Par acquis de conscience, elle vérifia son pouls, se doutant par avance du résultat. Ayant malheureusement eu confirmation que l'homme était mort, elle s'approcha alors de la mère. Son visage était livide, mais elle respirait encore. Elle avait de multiples blessures, dont certaines semblaient très profondes. Nadioska ne possédait pas de connaissances particulières en médecine, mais au vu de son état, elle comprit qu'elle n'en avait plus pour très longtemps. Elle avait dû protéger son fils avec son propre corps, car le garçon paraissait sain et sauf. La femme ouvrit lentement les yeux. En notant la présence de la jeune marchande, un sourire ténu se dessina alors sur ses lèvres. « Oui, je le savais, dit-elle d'une voix faible, le destin s'accomplit. »« Je ne comprends pas, murmura Nadioska surprise. »« Je vous en prie, prenez soin de Lige, mon enfant. »« Mais s'il vous plaît, promettez-moi, prenez soin de lui. Vous le devez, le destin vous a confié cette tâche. » Nadioska perturbée reporta son attention vers le garçon. Il tenait toujours la main de sa mère, mais avait cessé de pleurer et se contentait de la regarder tristement de ses grands yeux bleus humides. Elle ne pouvait pas nier qu'elle avait ressenti un faible pour lui dès la première fois où elle l'avait vu, mais de là à s'occuper de lui? Non, impossible. La femme devait divaguer à cause de la douleur. Une tâche confiée par le destin? Cela ressemblait à quelques délires mystiques improbables. Elle secoua la tête et redirigea son attention sur elle. « Je vais chercher des secours. Ne vous inquiétez pas, dit-elle en essayant de paraître convaincante. Non, prenez Lige avec vous. Quittez la planète au plus vite. Vous êtes en danger. N'allez pas voir les autorités, dit-elle d'une voix qui faiblissait de plus en plus. Le destin vous a choisi. C'est vous et vous seul qui devez. Des gens vont venir vous aider. Nous allons vous sortir de là, insista Nadioska sans y croire elle-même. La respiration de la femme devint encore plus difficile. Elle sembla réunir ses forces une dernière fois. Promettez, dit-elle dans un soupir. Nadioska revit dans un éclair le visage de l'homme qui lui avait jadis sauvé la vie. Il lui avait donné une seconde chance. Allait-elle utiliser cette chance pour aider quelqu'un à son tour? D'accord, je vais m'occuper de lui, répondit-elle sans plus réfléchir. La femme eut un sourire satisfait qui resta figé, ses yeux étaient devenus fixes et sa respiration avait cessé. Le cœur de Nadioska se serra. Elle regarda le garçon. Que faire de lui? Pourquoi cette promesse? Elle n'était pas en mesure de prendre en charge un enfant. Et le reste de sa famille? Il devait forcément en avoir. C'était à eux de s'occuper de lui. Après tout, elle n'était qu'une simple étrangère. Complètement désemparée, ne comprenant ni pourquoi elle avait pris la décision d'arriver jusqu'ici en mettant sa propre vie en danger, ni pourquoi elle avait accepté de donner sa parole, elle demeura interdite pendant plusieurs secondes. Un bruit de craquement quelque part dans le bâtiment l'attira de ses pensées, des problèmes plus urgents nécessitaient son attention, il fallait s'extraire d'ici au plus vite. « Viens », dit-elle en agrippant le garçon par la main. Il n'émit aucune objection et se laissa entraîner en jetant un dernier coup d'œil au corps de son père et de sa mère. Nadioska n'avait pas du tout envie de ressortir en prenant le chemin de l'intérieur du hall des transactions. La brèche qu'elle avait repérée dans la pièce précédente semblait suffisamment large pour qu'elle et l'enfant puissent passer, ils s'y glissèrent donc jusqu'au dehors. Dans l'astroport, la panique n'était pas retombée, bien au contraire. Certains continuaient de hurler à l'aide, d'autres couraient vers les issues menant à l'extérieur, d'autres, allongés sur le sol et incapables de se relever, gémissaient en tendant les bras vers ceux qui pouvaient encore se déplacer. Elle se fraya un chemin jusqu'à son cargo en tenant fermement Lige par la main. Ils avaient parcouru la moitié du trajet, lorsqu'une troisième explosion les projeta tous deux à terre. Pendant quelques secondes, elle n'entendit plus rien, sonné par le bruit, puis ses oreilles se mirent à bourdonner de façon très désagréable. Alors qu'elle réussissait à reprendre quelque peu ses esprits, elle perçut de grands cris retentir derrière elle.
La déflagration s'était produite sur un vaisseau qui tentait de fuir la planète. Ses moteurs avaient été touchés et il était en train de s'écraser au sol, faisant d'énormes dégâts sur les bâtiments et transports environnants. Nadioska se releva rapidement et aida Lige à se remettre debout, il fallait qu'il quitte cet endroit au plus vite. Elle entraîna le garçon vers son cargo, le forçant à se déplacer au maximum de ses possibilités. Alors qu'elle arrivait en vue du Vinestan, elle s'empara de l'intercom accroché à sa ceinture et ordonna l'ouverture du sas. Elle poussa l'enfant à l'intérieur et fonça vers le cockpit. Tout en courant, elle cria à l'intention de l'ordinateur de bord. « Nous décollons tout de suite. » « Tous les systèmes sont fonctionnels », répondit la voix calme de Vin. Parvenue à destination, elle s'assit sur le siège du pilote et prit immédiatement les commandes. Quelques secondes plus tard, Lige arriva à son tour, complètement hors d'haleine. « Assieds-toi ici », ordonna Nadioska en lui montrant la place dédiée au copilote. « Accroche-toi, ça risque de secouer. » Il obéit tout en la regardant d'un air inquiet, tandis qu'elle préparait le décollage à toute allure. Sans s'interrompre, elle jeta un rapide coup d'œil à l'extérieur, de nouveaux cargos tentaient de fuir dans un chaos démesuré. La tour de contrôle, touchée par une des explosions, ne se trouvait plus en mesure de guider qui que ce soit. Non loin du Vinestan, plusieurs vaisseaux s'envolèrent en même temps. L'un d'entre eux avait été endommagé et une partie de son stabilisateur atmosphérique ne fonctionnait plus. Il vira soudainement sur la gauche en pleine ascension, et percuta de plein fouet un autre transport. Devant ce spectacle, Nadioska prit une rapide décision. « Vin, je passe en manuel », annonça-t-elle. « Vous êtes à présent en commande manuelle », répondit l'ordinateur sans discuter. Le vaisseau touché ne contrôlait plus rien à son tour, il commençait à perdre de l'altitude en dérivant de façon inquiétante vers le Vinestan. Pour se donner du courage, Nadioska prit une grande inspiration et dégagea son cargo en lui demandant de s'élever, tout en le maintenant fortement penché sur le flanc droit pour éviter la collision. La manœuvre était inhabituelle, voire risquée, les moteurs n'ayant pas été conçus pour un tel envol. Du coin de l'œil, elle vit Lige se caler tout au fond de son siège et enfoncer nerveusement ses doigts dans les accoudoirs. Malgré la gravité de la situation, elle ne put s'empêcher d'esquisser un vague sourire. Grâce à son pilotage audacieux, elle parvint à dégager le Vinestan, avant de le repositionner à l'horizontale et de prendre rapidement de la hauteur. Un coup d'œil sur un de ses écrans de contrôle lui permit de constater l'étendue des dégâts au sol. Les hangars et les vaisseaux se trouvaient en grande partie détruits et les explosions continuaient. Lorsqu'elle se mit en orbite, elle remarqua que seulement 2 autres cargos, à part elle, avaient réussi à s'en sortir. « Ton père avait raison, Lige », murmura-t-elle. C'était une chance de se situer à l'écart. Le garçon ne répondit pas, se contentant de regarder le spectacle apocalyptique que diffusaient les différents écrans de contrôle. « Vin, calcule-moi le trajet vers la planète habitée la plus proche. » Je commence les calculs. Nadioska observa Lige, il ne pleurait pas, mais son visage était si triste qu'elle en eut le cœur serré. Elle savait ce qu'il ressentait, car elle-même avait vécu de tels moments. La voix de Vin l'attira de ses pensées. « Je repère un objet inconnu à quelques kilomètres devant nous », annonça-t-il. « Passe-le en visuel », ordonna la jeune femme intriguée. L'écran de contrôle principal vint se placer devant la vitre du cockpit. Un étrange vaisseau volait non loin, elle n'avait jamais rien vu de tel. Il ressemblait à un petit chasseur, tout juste capable de contenir une seule personne, et dont la coque avait vaguement la forme d'un œuf entièrement lisse et argenté. Tout en gardant ses distances, il contourna le Vinestan en passant sur le flanc gauche de celui-ci. Lige se pencha en avant et regarda l'engin avec intérêt. Nadioska, elle-même plongée dans l'observation de l'étrange objet, ne vit pas un léger sourire se dessiner sur les lèvres du garçon. « Je ne détecte aucune forme de propulsion », déclara Vin. « Dans ce cas, comment fait-il pour se déplacer » s'exclama la jeune femme. « Je ne possède pas de réponse à cette question », répondit l'ordinateur sur son ton habituel. Alors qu'elle continuait de suivre du regard la trajectoire de l'engin, soudain ce dernier disparut totalement de l'écran. « L'objet non identifié ne se trouve plus à portée de mes scanners », annonça Vin. « Il s'est complètement volatilisé. Comment a-t-il fait ça » s'exclama-t-elle. « Je ne possède pas de réponse.
Oui, oui, je sais, coupa-t-elle. Mes calculs de trajet vers le système Tido sont terminés, poursuivit Vin comme si de rien n'était. Bien, allons-y, Vin, reprends les commandes. Commande en automatique. Nadioska se tourna vers Lige. Il était enfoncé dans le siège du copilote et à présent, il se contentait de fixer ses pieds. Elle ne savait pas trop comment aborder la suite des événements. Qu'allait-elle faire de ce garçon ? Bien, fit-elle en soupirant. Nous allons dormir pour le moment et demain, nous aurons les idées bien plus claires. En fait, elle tentait de se persuader elle-même que d'ici quelques heures les solutions allaient tout à coup apparaître comme par miracle. Lige leva les yeux vers elle. Ils étaient encore humides, et son visage et ses cheveux étaient couverts de poussière. La jeune femme soupira de nouveau. Elle se remit debout et tendit une main vers le garçon. « Viens avec moi, nous allons faire une bonne toilette tous les deux et je vais te préparer une chambre où tu pourras dormir. » L'immense salle n'était éclairée que par des braseros qui diffusaient une lumière orangée et dansante sur les murs. De hautes colonnes de pierre blanche bordaient une large allée qui menait jusqu'à une volée de marches permettant l'accès à un trône taillé dans un grand bloc de marbre noir légèrement surélevé par rapport au reste. Assis sur cet étrange siège, un homme à la silhouette fine et aux gestes empreints d'une certaine préciosité lisait un rapport qu'on venait de lui donner. Il était vêtu d'un costume bleu foncé dont le tissu de qualité se parait de maintes broderies dorées aux formes alambiquées. Derrière lui, un immense bas-relief en bronze décorait une partie du mur. Il représentait une femme, les bras écartés, la main droite enflammée et la gauche tenant une étoile stylisée entre le pouce et l'index. Son regard était perçant et son visage possédait une expression de dureté implacable. La double porte s'ouvrit et un homme entra. Il portait une lourde armure bleu foncé, si bien entretenue que le métal scintillait presque. Il parcourut d'un pas énergique la distance qui le séparait du trône, le claquement de ses semelles sur la pierre brisait le silence qui régnait dans la salle. Arrivé à 2 mètres, il s'agenouilla avec un infini respect. Le noble releva lentement la tête, comme s'il abandonnait à contre-cœur la lecture de son rapport. Son visage, d'une grande beauté, possédait des traits fins et délicats, et ses cheveux noirs bouclés, parfaitement bien coiffés, tombaient en cascade sur ses épaules. Toutefois, cette fascinante beauté se trouvait en partie éclipsée par un détail bien étrange. L'iris de ses yeux était d'un bleu très pâle, presque blanc, entouré d'un cercle plus foncé couleur marine, ce qui donnait à son regard une intensité surprenante et inquiétante. Il fixa l'homme en armure bleue devant lui, avec une expression dénuée de tout sentiment. « Qu'y a-t-il, lieutenant » demanda-t-il d'une voix suave et légèrement dédaigneuse. « Seigneur, 3 cargos ont réussi à quitter la planète. »« Alors, trouvez-les » ordonna-t-il exaspéré comme s'il pensait déplacé qu'on le dérange pour si peu. « Oui, Seigneur » répondit le lieutenant en baissant les yeux au sol. « Trouvez-les et détruisez-les » reprit l'autre alors qu'un étrange sourire apparaissait maintenant sur son visage. « Je ne veux aucun témoin de cet incident. » « Oui, sire, il en sera fait comme vous le désirez. » Un léger silence s'ensuivit. « Eh bien, disposez, » ordonna sèchement l'homme sur le trône. « Vous n'allez pas rester planté là toute la journée ?» D'un mouvement de tête, le lieutenant salua son seigneur et se releva. Du même pas énergique, il quitta la salle sans se retourner.